Comme toute personne qui possède un jardin et qui aime bien bidouiller, s'il y a une chose à laquelle je ne peux pas résister, c'est bien cette envie irrépressible de compliquer le jardinage en y ajoutant beaucoup plus de technologie que nécessaire. Là où le commun des mortels voit une activité simple et reposante pour décompresser les soirs et le week-end, le hacker voit dans le jardinage une opportunité immanquable de satisfaire son ego en soumettant la technologie à sa volonté. Le problème, on le connaît tous. J'ai 3 légumes qui poussent sur le balcon et sauf grosse pandémie globalisée, je serai une fois de plus en vacances au moment où les plantes ont le plus besoin d'être bichonnées. Là, les gens normaux s'arrangent généralement avec leurs voisins pour assurer l'arrosage pendant leur absence. Ou bien les plus téméraires achètent des solutions d'arrosage automatique dans le commerce. Mais déjà, acheter c'est tricher. Ensuite, demander un service à mes voisins veut dire avoir une interaction avec des vrais gens dans la vraie vie, et soyons honnêtes, autant éviter ça si possible. C'est sûr, je n'ai pas d'autre choix que de créer une solution d'arrosage autonome moi-même. Alors allons-y. Le plan est assez simple. Les plantes dans mon potager ont besoin d'eau et j'ai une arrivée d'eau dans ma salle de bain. Il faut donc trouver un moyen d'amener l'eau d'ici à ici en limitant le gaspillage. Pour la distribution de l'eau aux plantes, j'ai déjà des kilomètres de micro-irrigation récupérés de projets précédents. Tout ce qu'il reste à faire, c'est apporter de l'eau à l'entrée du système pour que chaque plante reçoive son petit goutte à goutte sur mesure. Alors laisser couler l'eau en permanence n'est pas une solution très écolo. Aussi, il faut pouvoir piloter l'arrosage de façon intelligente, arroser quand les plantes en ont besoin et limiter le gaspillage. La quantité d'eau à distribuer dépend donc beaucoup de la situation. Un simple minuteur distribuera trop peu en cas de sécheresse et trop par temps humide. La solution la plus raisonnable serait d'utiliser un capteur pour mesurer l'humidité et arroser en conséquence. Seulement un tel capteur, je n'en ai pas. Une solution alternative serait de connecter l'arrosage à Internet et utiliser les données météorologiques pour déterminer quand arroser. Ça c'est bien plus fun et en bonus je gagne la possibilité de contrôler mon jardin avec mon téléphone. On reviendra à comment tout ça fonctionne dans un instant, mais d'abord jetons un œil à l'acheminement de l'eau. Après plusieurs expérimentations douteuses, j'ai fini par trouver cette pièce de plomberie prévue exactement pour ce que je voulais faire. Maintenant que j'ai une dérivation, il faut encore que j'y raccorde l'arrosage et que je place une vanne entre les deux. Pour ça, j'ai besoin de tuyaux et de raccords. Les puristes diront peut-être que la dérivation toute faite constitue déjà un peu de la triche. Donc juste pour le sport, je décide d'imprimer mes propres raccords. La tuyauterie de sanitaire la plus répandue est basée sur le standard BSP pour British Standard Pipe. Les codes du BSP sont disponibles dans cette jolie table sur Wikipédia. Les tailles les plus répandues sont le demi, 3/4 et 3/8 de pouce. Comme le filet est cylindrique et non conique, le raccord en lui-même n'est pas étanche du tout. C'est un joint qui assure l'étanchéité en étant comprimé à l'intérieur du raccord. Donc pose ce rouleau de téflon et laisse une bonne quantité de jeu pour un vissage sans effort. Tout l'art d'imprimer des raccords BSP étanches, c'est donc de trouver les bonnes tolérances et dessiner la pièce et l'imprimer dans le bon sens pour que les surfaces en contact avec le joint soient aussi plates que possible. Le choix du matériau est aussi très important. Oubliez tout de suite le PLA qui n'est pas du tout fait pour ça. Il risquerait de se briser subitement sans préavis plusieurs jours, semaines ou mois après avoir été installé et d'inonder votre appartement. Le PETG convient bien et c'est ce que j'utilise. Pour les autres matériaux, il faut bien vous renseigner. Enfin, un dernier problème que j'ai remarqué bien trop tard est que c'est une super mauvaise idée de connecter plein de choses de façon rigide au bout d'un tuyau. Par effet de levier, la moindre force appliquée est décuplée et peut arracher toute votre installation. Il faut éviter au maximum tout effort perpendiculaire à l'axe du tuyau. En fait, il faut éviter tout effort tout court, mais surtout ceux sur le plan perpendiculaire. Ici, j'ai solidement attaché la vanne dans la direction du tuyau, puis je l'ai raccordée à la dérivation par un bout de tuyau flexible. Tous les efforts sont dans l'axe et donc pas de risque que ça casse. Bien, maintenant qu'on est équipé en raccord, regardons cette vanne plus en détail. La plupart des modèles disponibles sur internet fonctionnent en 12 volts. Comme je n'ai pas envie de m'embêter avec un circuit de puissance compliqué, je me suis dirigé vers ce modèle de vanne à faible puissance qui semble pouvoir fonctionner en 5 volts. Normalement, on applique une tension pour que la vanne s'ouvre, puis en relâchant la tension, la vanne se referme. Eh bien, ce modèle ne fonctionne pas du tout comme ça. Il se pilote par impulsion. Une impulsion positive ouvre la vanne et une impulsion négative ferme la vanne. Tant qu'on ne fait rien, la vanne reste dans sa dernière position. Et ça peut être un gros problème si le circuit de contrôle subit une panne et qu'il oublie de refermer la vanne. J'ai donc pris quelques précautions pour limiter les chances que ça arrive. Maintenant que le plus dur est fait, c'est l'heure de s'amuser avec les gadgets IoT. Comme d'habitude, je cherche la solution la plus low cost possible et mon choix se tourne donc naturellement vers un node MCU. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce petit module qui se trouve pour moins de 4$ sur votre site chinois préféré est un kit de développement complet avec un microcontrôleur, une interface de programmation USB, un régulateur embarqué et une connectivité Wi-Fi. Rien que ça. Où est l'arnaque ? Eh bien le truc c'est que ce module est parfois un peu capricieux et son utilisation n'est pas aussi facile et documentée qu'une Arduino, bien que le support s'améliore de jour en jour. Malgré tout, le contrôleur ne peut pas piloter la vanne directement car il ne peut pas fournir l'énergie nécessaire à son activation. Comme la vanne se contrôle avec 2 polarités, on peut utiliser un pont en H pour la piloter. Le pont en H est un arrangement de transistors qui permet de piloter un moteur ou tout autre dipôle de puissance dans les 2 polarités.
En fonction des deux signaux d'entrée, le courant passe soit dans un sens, soit dans l'autre, ou bien il ne passe pas. Le node MCU se programme très facilement grâce au langage de programmation Lua. Je lui indique de se connecter à mon réseau Wi-Fi et ensuite de contacter un Raspberry Pi qui se trouve dans mon appartement. Le Raspberry fait tourner Node-RED, un logiciel d'automatisation super cool. Cette véritable mine d'or permet de connecter presque n'importe quoi à n'importe quoi d'autre, de n'importe quelle façon. Par exemple, ce programme pilote un bot de messagerie auquel je peux demander de passer l'aspirateur dans différentes pièces de la maison. Démarrage du nettoyage de la pièce. Vérifiez que le réservoir d'eau est correctement rempli. Ou bien de nourrir mes poissons. Bref, Node-RED, c'est de la balle. D'ailleurs, si ça vous intéresse, faites péter ses stats d'engagement et peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet. Pour le moment, j'ai simplement programmé un minuteur qui tente d'arroser tous les quarts d'heure si on n'est pas la nuit et qu'il fait beau. J'ai aussi évidemment connecté mon bot de messagerie parce que contrôler des choses physiques par la pensée, c'est quand même très marrant. C'est tout pour ce projet, j'espère qu'il vous a bien donné envie de compliquer des choses simples juste pour pouvoir vous la péter quand vous avez des amis à la maison. À la prochaine, ciao.